Décembre file à la vitesse de l'éclair, à peine une quinzaine de jours avant les fêtes, souhaitons des températures quand même un peu plus confortables, hein, pas chaud. Qui nous parle du réchauffement de la planète alors qu'elle fait moins 34 au début du mois? Dites-moi donc quelle sera la température le mois prochain en janvier, c'est là que normalement c'est froid. On va fouiller l'animana des agriculteurs de Pépère, notre grand-père, pour voir tout ça. Mais en attendant, que diriez-vous d'avoir de vos nouvelles sur TVC9 et TV Témis? C'est le moment de s'informer. Bienvenue, mesdames, messieurs, jeunes hommes et jeunes femmes sur le web et YouTube. D'abord, la Sûreté du Québec, en collaboration avec la police de Témiscamingue First Nation, rencontrait mardi dernier la population de Notre-Dame-du-Nord pour un après-midi d'échange et de prévention sur la sécurité dans la communauté. Les citoyens qui ont pu discuter avec la police et les intervenants locaux, déposer leurs plaintes et faire part de leurs préoccupations. Comme ce fut le cas pour les usagers de la route qui circulaient sur la rue principale, les visiteurs se sont vus remettre des outils concrets en prévention, des documents disponibles au bureau municipal. Aujourd'hui, il y a aussi eu des policiers qui se sont promenés dans le village pour interpeller les citoyens, se déplacer dans les commerces afin de donner de l'information et essayer d'en recueillir aussi auprès des citoyens. Donc, une belle activité aujourd'hui qui s'est déroulée chez nous à Notre-Dame-du-Nord. Il y a beaucoup de documentation là, pour informer les gens. Oui, effectivement, plein de documents qui sont distribués par la Sûreté du Québec, des documents d'information, des documents aussi sur comment se protéger. Ça passe du burinage des articles pour mieux les retracer à des conseils de sécurité et de prévention. Et donc, ces documents ont été distribués aujourd'hui. On en garde au bureau municipal qu'on pourra distribuer aux citoyens qui le désirent et pourront venir se les procurer sur place. D'accord. Les citoyens s'intéressent à cette information-là parce que ce sont des outils nécessaires dans la situation actuelle? Oui, effectivement, et donc c'est pour ça qu'il y avait cette action-là. Et là, la municipalité ensuite prendra le relais et on aura d'autres séances d'information avec nos citoyens en soirée ou les week-ends, de sorte à pouvoir continuer à distribuer l'information. La Sûreté du Québec agit après des plaintes liées à la circulation de véhicules tout-terrain en plein centre du village à Notre-Dame-du-Nord. Les policiers qui ont effectué plusieurs patrouilles pour évaluer la situation, des surveillances qui ont été effectuées à toute heure, de jour comme de nuit. Jusqu'à présent, 4 conducteurs en infraction ont reçu un constat et ont vu le VTT qu'ils conduisaient être saisi. Le dimanche 22 novembre, vers 9 heures le matin, les policiers ont intercepté un homme de 56 ans qui circulait en quad sur les rues Ontario. Il a reçu un constat d'infraction de 2250 $. Il conduisait sans permis, son droit de conduire ayant été révoqué. Et 2 jours plus tard, dans la nuit du lundi 24 novembre, un autre homme qui circulait à bord d'un quad dans la municipalité a reçu un constat d'infraction totalisant 2500 $. Il ne détenait aucun permis de conduire valide dû à une révocation en lien avec un acte criminel. Le mardi 25 novembre, 9 heures le matin aussi, les policiers ont intercepté une conductrice de 21 ans qui se trouvait à bord d'un côte-à-côte sur la rue principale. Elle a reçu un constat d'infraction totalisant 520 $, conduisant sans avoir de permis de conduire. Et enfin, le jeudi 25 novembre, vers 17 heures, les policiers ont intercepté un conducteur qui circulait à l'intersection des rues Champeau et Richard à bord d'un côte-à-côte. L'homme de 34 ans a reçu un constat d'infraction totalisant 520 $. Il n'avait pas de permis de conduire. Aussi, des citoyens qui circulaient à vélo dans la ville sans réflecteur alors qu'à l'extérieur il fait noir ont été avisés des dangers qu'ils courent. Cela les rend difficilement visibles et donc particulièrement vulnérables. Des 10 millions de dollars ramassés pour mettre en place l'hôtellerie qui héberge à Rouyn-Noranda les patients de l'oncologie régionale, les citoyens vivant avec le cancer et leur encourage. Plusieurs milliers ont été donnés par des gens et des organisations d'ici au Témiscamingue. Celle-ci, la Mission Tournesol et la Fondation d'Autorie, en plus de contribuer, donnent leur nom à l'une des chambres ou des suites construites au cours des 3 dernières années et inaugurées
Ce mercredi 3 décembre, les lieux hébergent les gens de l'Abitibi, du Témiscamingue et du nord du Québec. Ensemble, visitons, écoutons les discours d'inauguration de la Maison Moreau du nom du plus grand donateur au projet, Jean-Yves Moreau. Votre appui ici, puis on était capable aussi d'aller chercher l'appui de l'ensemble de la communauté de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis là, je salue vraiment la gang de Mission Tournesol parce que sans vous autres, je n'aurais pas arrivé, tu sais, clairement, parce que le Témis ont été les premiers vraiment à y croire, puis à dire « Go Steph, on va t'appuyer là-dedans, puis on va défoncer des portes avec toi ». Puis aujourd'hui, on est là, tu sais. Fait que c'est très émotif, bien sûr. Fait que ça, je suis très contente. Je suis vraiment heureuse de chacun votre appui, de votre écoute. Quand je suis allée vous rencontrer pour vous présenter ce projet-là avec toute ma fougue et mon dynamisme, vous aviez pas le choix. mais j'y crois. Je sais que ça fait du sens pour notre communauté. Je sais que ça va changer la vie des gens malades de chez nous. Je sais qu'on est capable de grandes choses avec le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est beau ce qu'ils font au Centre de radio-oncologie. C'est grand ce qu'ils font au centre. Donc, nous, on est une continuité de soins. On a l'équipe soignante là, puis nous, on a l'équipe thérapeutique ici, en quelque sorte, avec la gang de... Là, je vais vous inviter à venir me rejoindre. La gang de la Maison de l'Envol, Yannick Rochelot, directeur général, si vous venez me rejoindre, qui va vous présenter le centre de jour Michel Benoît. J'ai Valérie Perron aussi qui représente au sein des femmes, qui va vous présenter vraiment les services au sein des femmes qui vont offrir ici. Et j'ai aussi Mario Provencher de la Fondation québécoise du cancer qui est administrateur à la Fondation québécoise du cancer, parce que vous comprenez, on s'est associé à la Fondation québécoise du cancer parce que nous, l'expertise là de gérer une maison d'hébergement, on l'avait pas, la Fondation Santé. Mais quand on vous dit qu'on veut créer la plus belle maison du Québec, ben c'est en s'associant à des gens magnifiques comme ça qu'on est capable de le faire. Donc, on voulait aller chercher l'expertise de la Fondation québécoise du cancer parce que eux, ils en opèrent déjà 6. On est leur 7e maison. Et là, avouez, c'est vraiment chanceux, là, 7, là. Fait qu'on est la 7e et la plus belle du groupe de la Fondation québécoise. Donc, on s'associe à eux pour vraiment offrir une qualité de service et une expertise. On a le centre de jour Michel Benoît qui va venir chercher vraiment toute la clientèle qui est en phase palliative de sa maladie. Donc, quand on parle de phase palliative, là, je vous le dis, OK, pour que vous soyez nos ambassadeurs de cette maison-là. Cette clientèle-là qui vit avec le cancer, qui a fini ses traitements, mais qui se retrouve à la maison avec plein de symptômes, une vie différente d'avant. Des fois, on peut vivre avec le cancer 5 ans, 10 ans, même plus encore. Mais venir chercher des services ici complémentaires, venir des fois juste aller chercher un soin de massothérapie, une petite séance de lumino, un groupe de soutien. Je vais parler avec des gens qui vivent la même chose que moi, en échangeant avec des gens qui vivent la même chose que nous. C'est fou le chemin qu'on parcourt. C'est un début de guérison, c'est un cheminement vers la guérison. Donc vous comprenez, quand vous en parlez aux gens, dites ça. Tu sais, il y a l'hébergement. Oui, il y a l'hébergement pour l'ensemble de la population de l'Abitibi-Témiscamingue, puis même une partie du nord du Québec. Matagami, le Baie-sur-Quévillon, ça vient chez nous, ces gens-là se faire traiter. Donc, on est vraiment là pour tout le monde. Mais les services complémentaires qu'on offre ici, c'était notre façon de dire à nos gens, nos citoyens de Rouyn-Noranda, la Fondation Santé Rouyn-Noranda, on voulait aussi être collés sur notre population. Le centre de jour se veut ça. Un centre où est-ce qu'on va venir chercher de la documentation, où est-ce qu'on va se faire prendre par la main, puis on va se faire accompagner à toutes les étapes de notre maladie. Bienvenue tout le monde dans la Maison Moreau. C'est un projet grandiose par son offre et structurant pour les patients atteints de cancer en région. Et là, je répète une phrase, mais je l'aime beaucoup, que c'est le premier projet porté, construit et opéré par la Fondation Santé Rouyn-Noranda. Si on revient un peu dans le temps, pour se rappeler ce que ça représente, il y avait d'abord un besoin. Faciliter la vie des patients qui reçoivent des traitements oncologiques en leur offrant un lieu d'hébergement et de répit adapté à leurs besoins particuliers et à proximité du nouveau centre de radio-oncologie. Il y avait aussi un contexte, comme Caroline a mentionné, devant les difficultés liées à la pandémie. Désolé de parler de la pandémie, mais ça fait partie de l'histoire. La Société canadienne du cancer, qui devait initialement ouvrir un centre d'hébergement, a dû se désister. Fallait trouver un autre promoteur pour mener à bien le projet.
le seul et unique centre d'hébergement en cancérologie situé en région éloignée au Québec, pour ajouter au défi. Malgré cela, il y avait une vision, celle de livrer la plus belle maison d'hébergement au Québec pour les gens d'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. J'aimerais ici souligner l'audace des administrateurs et de la direction de la Fondation Santé Rwanda qui ont levé la main pour être ce promoteur. Un risque énorme pour une fondation comme la nôtre, mais un risque manifestement gérable dans un milieu tissé serré et notoirement généreux comme le nôtre. Ainsi avec ses partenaires, puis là je pense à Structura, Atkins Realis, Construction Martel, qui ont conçu et bâti cette maison. Je pense aussi à Daniel Bilodeau, qui se cache dans le fond là-bas. Il se cache toujours dans le fond, Daniel. Qui a accepté exceptionnellement le mandat de gestion de projet de construction et qui en a assuré la supervision indéfectible pour livrer l'ensemble à l'intérieur du budget prévu. Merci aussi, Daniel, pour nous avoir ouvert tes contacts et nous avoir aidés à travers toutes les étapes du projet. Je pense... Toutes les étapes du projet. Même le financement, Daniel. Une aide inestimable. Exact. Je pense aussi, bien entendu, à nos donateurs, sans qui rien de tout ceci n'aurait été possible. C'est grâce à vous qu'on a pu réunir les sommes pour mettre la maison sur pied. Je tiens à souligner la contribution majeure d'Agnico Eagle, de Desjardins, Eldorado Gold Québec, la Fonderie Horn, la Fondation Famille d'Ottarie, Mission Tournesol et la famille Blais qui vient on vient d'annoncer dernièrement. Merci également aux centaines d'autres donateurs de partout en région qui ont cru en nous et qui ont contribué à la hauteur de leurs moyens. Je pense enfin à la famille Moreau, qui a vu en notre projet un projet porteur et un projet porteur pour la communauté et qui a décidé de s'y associer de façon significative et durable. Nous souhaitons en retour que la maison puisse faire rayonner le nom Moreau de façon durable et encore davantage. Je pense que ça mérite de remercier. C'est impressionnant de tous vous voir. C'est vraiment... merci d'être là. Puis merci Stéphanie de nous accueillir dans la belle maison. C'est plus qu'une très grande joie d'être ici pour moi au nom du Centre intégré de santé et services sociaux pour la concrétisation de ce grand projet qui a été mis en œuvre il y a plusieurs années, commencé avec même une volonté d'avoir un centre de radio-oncologie régional qui était déjà un peu une lubie pour certains acteurs à qui on pouvait référer. Immédiatement, évidemment, là, avec un centre de radio-oncologie, mais c'était l'hôtellerie qui allait avec, puis donc monter ce grand projet-là. Aujourd'hui, je vais vous faire porter quelques messages d'intérêt que je souhaite porter à votre attention, mais c'est clair pour moi que je ne referai pas tout l'historique du projet. On l'a fait maintes fois. Plusieurs partenaires impliqués, engagés, qui ont permis la concrétisation. Mais je veux qu'on garde le maximum de temps pour les collègues qui prendront parole, mais surtout pour festoyer, parce qu'aujourd'hui, on festoie. C'est vraiment une activité de festivité. C'est clair pour moi que c'est une opportunité de reconnaître l'expertise qu'on a ici en Abitibi-Témiscamingue en oncologie. On a une expertise qui est reconnue depuis de longues années, avec une offre de proximité qui est locale dans chacun de nos territoires de la région, avec une offre avec l'oncologie, des traitements, des services hautement spécialisés, offerts partout. L'opportunité avec le Centre de radio-oncologie régional, c'était vraiment de consolider cette expertise-là, mais surtout d'offrir un service de proximité, de surspécialité pour notre population en région. C'est important pour nous de compléter cette offre-là. Sans en faire le détail, on avait clairement démontré que les gens de l'Abitibi-Témiscamingue n'osent pas ou ne souhaitaient pas se déplacer tous à l'extérieur pour des traitements difficiles, dans une grande vulnérabilité, pour des grands déplacements, souvent pour plusieurs semaines, puis parfois à répétition, pour bénéficier de traitements de radiothérapie à l'extérieur. Ce grand projet-là, à partir du moment où il s'est concrétisé, mais pour nous, c'était clair que oui, comme je vous le dis, ça évitait des déplacements, ça permettait d'améliorer l'accès, même au-delà de ce qu'on avait estimé, parce qu'on avait fait un estimé sur l'amélioration de l'accès, donc les gens qui allaient vouloir bénéficier de traitements en radiothérapie,
ça a largement dépassé là, nos calculs et même nos scénarios optimistes, surtout pour les gens qui bénéficient de services pour les soins palliatifs. Donc, améliorer leurs symptômes, diminuer les symptômes, c'est-à-dire puis améliorer aussi la gestion de la douleur. Maintenant, le Bloc québécois reçoit l'appui de 80 individus et organisations dans sa demande de moratoire au transfert de déchets radioactifs à Chalk River, en bordure de la rivière des Outaouais. Parmi eux, le chef de la communauté de Kebahouek, Lance Hammond, appuie une déclaration demandant au gouvernement fédéral de faire cesser le risque croissant de contamination radioactive en l'absence de procédures régulières acceptables. Selon M. Hammond, et je le cite, un simple et unique conteneur endommagé pourrait laisser s'échapper des matériaux capables de contaminer le sol, l'air, l'eau et les chaînes alimentaires pour des générations. Il ajoute que c'est le risque que les gouvernements acceptent au nom du public sans que celui-ci n'ait donné son consentement. En février dernier, la Cour fédérale a statué que la nation Kebahouek n'a pas été suffisamment consultée avant l'approbation, dis-je bien, du choix du site d'enfouissement de déchets nucléaires de Chalk River. Le tribunal a ordonné aux promoteurs, les laboratoires nucléaires canadiens, gérés en majorité par des Américains, de reprendre les consultations avec Kebahouek de manière à favoriser la réconciliation et à respecter les principes énoncés dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Le chef de Kebahouek, Lance Hammond, qu'on voit ici à l'écran. Et dans le monde culturel, une jeune femme de Ville-Marie, longtemps impliquée dans le milieu du patinage artistique chez nous, fait aujourd'hui carrière dans le monde du théâtre et du cinéma. Alors que les membres de sa famille vivent au Témiscamingue, Sarah Carrel Chiasson réside à Montréal où elle est comédienne et scénariste. Toutefois, c'est à titre de costumière, la troisième passion de son métier, qu'elle nous parle aujourd'hui après le tournage de Massacrer les Louves, produit par Cormier Productions, dirigé et scénarisé par Philippe Cormier. Et ça, on vous parle, premièrement, c'est que vous êtes costumière, qui est un métier fort intéressant. Et deuxièmement, parce que vous êtes originaire du Témiscamingue. De quel endroit vous venez? Ville-Marie. De Ville-Marie. Vous avez encore des parents, des amis qui sont là? Oui, ben la majorité de ma famille est encore au Témiscamingue. Mes grands-parents sont encore là. Mon grand-père Armand Chiasson est décédé en mai dernier. Donc c'est ça. J'ai encore beaucoup de la famille là-bas, beaucoup des grands-parents. Puis j'ai encore un attachement très important avec le Témiscamingue. J'ai un petit garçon de 4 ans, puis on y va à chaque été. On va à la Bannique. Ouais, quand j'étais plus jeune, moi j'ai été beaucoup élevée par mes grands-parents aussi à Ville-Marie. Mes parents travaillaient vraiment beaucoup. J'ai fait beaucoup de patinage artistique. Puis ce qui m'intéressait le plus dans le patinage artistique, c'était les costumes, puis c'était les spectacles. Fait que on dirait que c'était prédestiné pour moi quand j'ai mis une croix sur ma carrière d'athlète. Quand je me suis dit que c'est pas ça que j'allais faire dans la vie, ben j'étais très intéressée par ça, mais on dirait que je me disais ça peut pas être un métier. On dirait que pour moi, c'était trop insécurisant. Donc, je suis allée à l'université, j'ai étudié en histoire de l'art, j'ai étudié en scénarisation. J'ai toujours resté près, mais proche, loin. Puis, à un moment donné, je me suis lancée, puis je me suis dit, il faut que je fasse mes auditions pour les écoles de théâtre. Puis, de fil en aiguille, j'ai travaillé, puis j'ai assumé plus ma passion de costumière aussi. Je l'assume de plus en plus, puis je me dis, c'est pas parce que je fais des costumes que je peux pas être comédienne également. Tout ça coexiste. Et vous habitez à Montréal. Le cinéma, vous êtes à Montréal. Ouais. Est-ce que c'est là que le cinéma se fait? C'est là que vous avez beaucoup de travail? Ouais. Oui, parce que moi, c'est ça, je suis costumière, mais je suis également comédienne et autrice. Donc, quand on est dans le milieu du cinéma ou de la télé ou du théâtre, on touche un peu à tout aussi, là. Donc, moi, c'est pour ça, c'est la 3e fois, si je ne m'abuse, que je travaille avec Philippe Cormier, qui est le réalisateur de ce film-là. Puis, les 2 premières fois, ça a été à titre de comédienne. Puis là, ben pour ce court-métrage-là, il cherchait quelqu'un pour les costumes. Puis, c'est la première fois que je fais de l'époque. Donc, ça aussi, c'est un beau défi. Mais c'est ça, c'est la première fois que je fais de l'époque. D'habitude, je fais plus du contemporain. Donc, c'était un beau défi, mais je connaissais déjà Philippe. Donc, c'était naturel pour moi de retravailler avec lui. Je connaissais c'était quoi son univers. Je savais qu'il y avait comment il travaillait. Donc, c'était vraiment prédestiné à ce qu'on retravaille ensemble d'une autre manière.
c'est un film d'époque. Quoi que le synopsis se passe dans les années 1800. Parlez-moi un peu de ce film-là. Ouais, ben en fait, c'est ça, c'est un film qui se déroule dans le Bas-Canada autour de 1850. Donc, le fait qu'on est autour de 1850, on peut se donner une petite marge de manœuvre d'aller piger 50 ans plus tard ou 50 ans plus tôt aussi niveau costume. Donc, c'est deux femmes qui vivent une condition particulière. Donc, c'est des femmes dites à barbe. Donc, elles ont beaucoup de poils sur le visage. Elles sont recluses de la ville. Mais à la mort de leur père, décident de l'enterrer et de revenir au village. Donc, ils subissent plusieurs préjudices de la part des villageois parce que, bon, une femme à barbe, c'est pas commun. Donc, niveau costume, j'ai dû essayer de m'imaginer un peu c'est quoi, comment ces deux filles-là vivent parce qu'elles n'ont pas accès à une grande garde-robe puisqu'elles sont pauvres et recluses de la société. Fait que j'ai essayé de m'imaginer un peu comment elles pourraient s'habiller. Puis, je me suis inventé un film dans ma tête. Là. Il n'y a rien qui était écrit dans le scénario par rapport à ces deux filles-là, mais j'ai vraiment utilisé des matériaux nobles, du lin, de la laine, puis pas beaucoup de vêtements. Donc, on recycle beaucoup entre les scènes quand il y a des changements de costume. Puis, par exemple, si je peux vous donner un exemple, le personnage de Ève Lemieux, Joséphine, la comédienne qui l'interprète, c'est Ève Lemieux. Il y a une chemise qu'elle avait trop courte, donc je me suis imaginé, mettons, qu'elle appartenait à sa mère qui est décédée, donc ça lui fait pas, mais elle porte encore des vêtements qui ne lui font plus, et donc il y a une des manches qui est relevée parce qu'il manque un bouton, puis elle sait pas coudre. Fait que tu sais, je me suis comme imaginé un peu, j'aime ça jouer avec des détails, j'aime ça jouer avec le fait que c'est asymétrique aussi, donc je me suis bien amusée à m'inventer un peu ce monde-là. Ouais. Un court-métrage comment il s'appelle? Massacrer les louves. Massacrer les louves, c'est ça. Oui. Parce qu'on invite les villageois dans l'histoire à se défendre parce que ce sont un peu comme des sorcières dans le village. Exactement. Ouais, elles sont traitées comme ça aussi. Donc, sans voler de punch, là, je veux dire, les villageois vont quand même se rebeller contre la présence de ces deux femmes-là au village et voudront les massacrer littéralement. Et dans ce que j'ai lu, on dit que ça va quand même bien se terminer. Alors, et oui. Oui, ça va bien se terminer. Punch, mais c'est pas un film qui finit mal pour exactement, ouais. les personnages. Donc, on a tourné à Drummondville pendant 3 jours au village d'Antan. Donc, ça, c'était bien parce que, je veux dire, on a utilisé les infrastructures. C'est un petit village qui existe. Ouais, exact. Fait qu'on a vraiment tourné dans des maisons, des fois on voit l'église, on a tourné dans l'église également. Donc ça, c'est le fun de pouvoir avoir ce lieu-là à nous. Puis on pouvait vraiment aller partout sur le terrain. C'est comme 3 kilomètres, là. C'est assez grand comme espace. Fait que ça, c'est le fun. Dans le film, sauver les... Massacrer les louves. Massacrer? Oui. Okay. Massacrer les louves. Ah oui, c'est direct. Il y a quand même, dans un court-métrage, un grand nom, là. J'ai vu oui. Rémi Girard. Oui, exact. Oui, c'est tout un honneur d'avoir côtoyé, premièrement, ce grand homme que je respecte beaucoup dans le métier, que j'ai grandi avec, parce que moi, je suis une enfant de la petite vie quand même, là. J'ai quand même écouté beaucoup avec mes parents. C'était comme un rêve pour moi quand j'ai commencé à me dire que je voulais être comédienne ou que je voulais œuvrer dans le milieu. Donc, de pouvoir le côtoyer, ça a été vraiment... j'ai été très touchée par cette rencontre-là. J'ai appris beaucoup en le regardant travailler aussi. Puis, c'est un homme généreux, touchant aussi. Rémi jouait le docteur du village, donc il y a un petit peu plus de prestance, plus de moyens aussi. Donc, tu sais, au niveau du costume, c'est le fun aussi d'imaginer comme cette personne-là qui a un petit peu plus d'argent. Donc, tu sais, le manteau un peu plus soyeux, bien mis, tu sais, pas de poussière sur les vêtements, rien. Donc, ça, c'était le fun à faire avec les petites lunettes rondes. C'était vraiment chouette de pouvoir le côtoyer dans ce sens-là, ouais. Et vous avez des projets pour la suite des choses? D'autres? Ben, justement, je suis moi-même en train d'écrire un court-métrage qui traite un peu
Du Témiscamingue, veux pas. Ouais, un peu de la proche aidance. C'est comme un monde où je me suis imaginée aller m'occuper de mes grands-parents au Témiscamingue. Je lâchais tout ici, puis j'allais m'occuper d'eux là-bas. Donc, ouais, ça c'est déposé. J'attends de voir qu'est-ce qui va en venir avec ça. J'attends pour du financement. Puis sinon, des projets de théâtre, d'écriture et tout ça. Ouais. Qu'est-ce que tu apprécies dans le métier de comédienne et de costumière? Ben, en fait, je trouve que c'est des métiers qui sont très complémentaires. Moi, me faire dire, mettons, par Marie-Lou Morin, qui jouait dans le film, ou Ève Lemieux, les deux comédiennes principales, de me dire, j'aime ta vision, je comprends ta vision du costume, ça paraît que tu es comédienne puis que tu comprends comment interpréter. Puis on dirait que mon interprétation se transmet dans le costume. Donc, j'ai comme cette vision-là aussi de moi, si je jouais ça, comment j'aimerais être habillée, tu sais. Puis c'est un moteur pour moi. Donc, je trouve ça très complémentaire, en fait, d'avoir cette lecture-là de comédienne à costumière. Et du moins, ça me permet d'avoir une couleur propre à moi aussi, parce que quand j'écris, le costume est très présent. J'ai toujours cette vision-là très claire du costume, même dans le court-métrage que je viens d'écrire, mon deuxième court-métrage, j'ai toujours cette vision-là du costume. Donc, pour moi, c'est très, très, très complémentaire, ouais. Oui. Rappelons le titre du film sur lequel tu as travaillé. Massacrer les louves. Un court-métrage écrit par Arthur Bussière-Galland et Philippe Cormier, réalisé par Philippe Cormier. Surveillez ça sur les nombreuses parutions pour les courts-métrages et qui sait, souhaitons que le Festival de cinéma de l'Abitibi-Témiscamingue y voit de l'intérêt. Je Merci l'espère. beaucoup, Sarah. Merci, à la prochaine. Merci. À bientôt. Dans le monde du sport, comme ce fut le cas pour le Titan à Témiscamingue, les Pirates de Ville-Marie recherchent de nouveaux investisseurs. L'annonce a été officialisée la semaine dernière par les propriétaires, dont le directeur gérant Michel Roy et sa conjointe, la vice-présidente et trésorière Françoise Étier. La baisse des assistances, donc des revenus peuvent être liés aux performances en dents de scie de l'équipe de Marc-André Côté, qui joue quand même pour 500, moitié match victorieux, moitié défaite. Ça reste compétitif, mais ça peut expliquer en partie la situation. La diminution du nombre de commanditaires atteint aussi par la faiblesse de l'économie témiscamienne n'aide pas à renflouer les coffres, défrayer les dépenses et équilibrer les budgets. Même si la décision sera difficile après 10 ans de présence, si le club ne peut passer le flambeau, donc vendre, il mettra fin définitivement à ses activités. D'ici là, l'équipe assure qu'elle demeure motivée à terminer la saison et souhaite même ramener la coupe. Ben voilà, faites-vous entendre si vous souhaitez relancer vos Pirates à Ville-Marie. Consultez et continuez à faire compétition à Témiscamingue qui va revenir. Là-dessus, c'est ce qui complète ce bulletin. Souhaitons de bonnes nouvelles alors que notre ministre responsable, le premier ministre François Legault, débarque à Rouyn-Noranda et à Témiscamingue ce mardi. Soyez sur Facebook pour nos flash infos et notre bulletin de la semaine prochaine pour notre compte rendu complet et toutes nos nouvelles. Là-dessus, prudence dans vos déplacements en voiture, en pick-up, en 4 roues ou à motoneige. Bon magasinage, de préférence dans la région si c'est possible. Et à bientôt. Si vous êtes en affaires, sachez que TV Témis aussi et vous offre de tourner vos vœux des fêtes à votre clientèle. Rejoignez notre équipe de professionnels. Merci encore d'avoir été là. Sachez que nous apprécions cette présence. À tous, au revoir.